Le petit village d'Elbourg est niché dans le cirque de Salazie, l'un des 3 cirques de La Réunion. Situé au pied des contreforts vertigineux d'un ancien cratère, ce village a conservé son âme d'antan. Au milieu des plantes luxuriantes, il règne ici une atmosphère hors du temps. Raphaël est un jeune guide qui va nous faire partager sa passion pour son île et ses forêts somptueuses. Et c'est en musique qu'il nous accueille dans son village. Kalina, t'es mon île, ma chaleur, mon volcan. Je serai ton coin tranquille, toi ma belle saison. Comme Raphaël, Patrick Manoro vit lui aussi dans ce village classé parmi les plus beaux villages de France. Les 2 voisins se retrouvent souvent pour pousser la chansonnette dans le somptueux jardin de l'une des cases créoles du village. Oh, Kalina, ma Kalina. Oh, ma Kalina, oh Kalina. Patrick est guide lui aussi, mais depuis bien plus longtemps que Raphaël. Il a donc pas mal de choses à lui apprendre sur ce village qu'il a vu naître. C'est le thermalisme qui a fait la réputation et la richesse d'Elbourg. En 1832, on y découvre plusieurs sources, dont les propriétés thérapeutiques font rapidement le tour de l'île. Les premiers curistes affluent et les riches propriétaires de la côte construisent de somptueuses villas. Alors Patrick, c'était comment le village avant? Parce que moi j'ai connu ça depuis 23 ans, mais je sais que ça fait à l'époque, longtemps. moi ce que je garde dans ma mémoire du village, c'était vraiment, on va dire, nous, nos familles habitaient au-delà du village. Le village était réservé surtout pour les gens qui venaient en cure thermale. Voilà, ouais. Et nous, nos parents, nous les gamins, on venait ravitailler ce petit village en légumes, en fruits. Et donc moi je vois ce petit village surtout qui a évolué petit à petit. Voilà, et maintenant ça s'est mélangé, c'est-à-dire il n'y a plus la partie séparée des gens autour et des gens, comme on disait, riches. Et... Ah oui, non, mais tout le monde fait partie du même panier aujourd'hui. Et ce qui n'est pas plus mal. En 1948, un violent cyclone tropical provoque un éboulement qui rend les sources inaccessibles. C'est la fin du développement de ce lieu de villégiature. Je dirais que quand on a perdu les anciens termes, on a gagné ce petit village qui est resté authentique. C'est ça. Il faut savoir qu'on avait des maisons, on appelle ça les maisons, les façades théâtrales. Voilà. C'est-à-dire, même si à l'arrière on vivait modestement, le pignon sur rue, il fallait que ce soit beau. Il fallait montrer. Parce que les gens cherchaient toujours à montrer. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Non, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu la mentalité des gens à l'époque. Hein. C'est ça. Patrick guide maintenant son jeune ami vers une curieuse petite construction, caractéristique de l'architecture créole réunionnaise, le guétali. Tu sais à quoi ça sert, ça? Ah, je pense avoir une petite idée. Alors, on va dire surtout voir sans être vu. Exact. Donc, on appelle ça un guétali. Guétali, guetter, regarder. Et donc les gens prenaient les télassis, donc ils savaient un petit peu tout ce qui se passait dans le village. D'accord. Donc c'était un peu un petit peu aussi le site de rencontre des jeunes de l'époque au final. Ben, c'est pour ça que j'ai appris la guitare, moi. Ah, fallait râler un peu comme on dit. Voilà, fallait attirer. Messieurs, comment on va? Ça va. Ça va? Vous allez bien? Tout le respect du jour. Oui. Ça va? Il est là. Ah bah bienvenue à la maison Patrick. Hein. Raphaël a la chance d'avoir grandi dans l'une des plus somptueuses villas créoles du village. On l'appelle la maison Folio, du nom de son grand-père, qui racheta la maison il y a 50 ans. Ici, c'est désormais lui le guide. Construite en 1860, alors que les cures thermales étaient en plein essor, cette villa a servi de résidence au médecin-chef de l'établissement de Salazie. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici, Raphaël? Bah vu qu'on est dans le salon, on pourrait parler du salon créole. Quand on dit créole, c'est le mélange. Du coup ici, tu pourras avoir un style français. Celui-là. Là-bas, on a du Regency anglais, on passe sous la Manche là. Et là, après, on a le petit fauteuil compagnie des ânes. Donc on est en plein dans le mélange et on est en plein dans ce qu'on dit le salon créole. Il y a la chambre ici. Ah, d'accord. Voilà, on a le lit, lit à baldaquin. Alors, il y a une petite particularité, une petite histoire assez marrante, c'est que c'est le seul exemplaire de ce type de lit sur l'île. D'accord. Il vient d'assez loin, Birmingham, London. Donc on peut dire que c'est une pièce de collection alors. Bah ça ouais, il n'y en a pas d'autres sur l'île, du coup, il faut le garder précieusement. Et là, sur le lit, je vois un truc qui m'intrigue un petit peu, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle des souvenirs. Le fameux patchwork créole, le tapis mendiant.
Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce que à l'époque, les gens n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter du tissu. Oui, oui. Mais on récupérait du tissu là où il y avait. Oui. Et on envoyait les marmailles récupérer du tissu là où ils pouvaient en récupérer. D'accord. Et on réutilisait tous ces morceaux destinés à être jetés, du coup. On faisait de la... Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment comme l'esprit créole, c'est-à-dire c'est un mélange de toutes les couleurs. Et c'est magnifique. On peut avoir différentes couleurs, mais on sera tous de la même forme et égalitaire au final. C'est vraiment l'exemple typique là, avec ce tapis. Cette salle à manger, c'est vraiment l'exemple de l'architecture créole. Parce que quand on parle de l'architecture créole, on a deux principes qui reviennent tout le temps. Symétrie, aération. On est dans une petite pièce, c'est pas grand. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5 portes. Et on a aussi ce souci de libérer les combles. D'accord. Sous le sol vide, dans les murs du vide, donc de l'air, et des plafonds hauts pour que l'air chaud monte et la température idéale reste au niveau du corps. Et ça, c'est vraiment deux principes que mon grand-père, même en faisant quelques petites modifications dans la maison, a essayé de respecter du coup. Ce qui est bien dans une maison créole, c'est que c'est vraiment naturellement climatisé. Au pire, si on descend vraiment dans le bas, on a ce qu'on appelle la couverture payée en créole. Tu sais très bien Ah, ce que c'est, ouais. hein. Et toi, un jeune comme toi, tu connais la couverture payée? C'est quoi la couverture payée? Voilà, c'est le conjoint ou la conjointe. Hein, D'accord. Vice-versa, l'un pour voilà, l'autre. vice-versa, exactement. Et en vrai, faut préserver ces petites expressions de notre créole à imager. Moi, comme on la froid, j'aime bien avoir une petite couverture payée. Exact, il n'y a rien de mieux. Voilà, et c'est écologique en plus. C'est ça l'avantage. Voilà. Les 3 somptueux cirques de Lille sont le paradis des randonneurs. Raphaël les connaît comme sa poche, car il y accompagne régulièrement des groupes. Mais il n'avait encore jamais eu la chance de pouvoir survoler ces reliefs escarpés. C'est aujourd'hui chose faite. Plusieurs compagnies proposent de découvrir ces 3 cirques depuis le ciel en hélicoptère. C'est exceptionnel, hein? Ah ouais, vraiment. Ah là, sur la droite, on va retrouver chez toi Elbourg. Exactement. C'est la maison de ma mamie, ça. Ah, tu peux lui faire coucou, c'est bien. Voilà. C'est énorme. Alors ici, on rentre dans le bras de caverne. Ça fait complètement penser à Jurassic Park. Exact. Devant nous, le trou de fer, plus de 300 mètres de profondeur. Ah, voilà. Oh là. Ah, il est splendide. Certaines personnes font ça en canyoning. Waouh. J'ai tout soufflé. Ah, c'est splendide, hein. Raphaël veut profiter de ce vol pour nous raconter une page noire de l'histoire de l'esclavagisme réunionnais. C'est ici, au cœur du cirque de Mafat, sur un plateau perché à 930 mètres d'altitude, que se trouve un hameau complètement isolé, au nom évocateur, Lillet à Malheur. Le relief très accidenté de ce cirque offrait un refuge naturel aux esclaves en quête de liberté, que l'on surnommait les marrons, inspirés de l'espagnol cimarron, les fugitifs. Ici, ils pouvaient survivre de nombreuses années avec femmes et enfants, cachés dans la montagne, en plantant les graines qu'ils avaient emportées dans leur fuite. Malheureusement, ils étaient parfois retrouvés par des chasseurs de primes lancés à leur recherche. Tu sais pourquoi on appelle cet endroit-là Lillet à Malheur du coup? Alors, vite fait, mais raconte-moi un peu parce que j'avais entendu 2-3 sons. À Mafat, comme tu vois, assez difficile d'accès, donc assez difficile de venir le chercher. Il y a des esclaves qui s'enfuyaient. Lillet à Malheur, par rapport à son emplacement et à sa disposition, avait vraiment permis de développer un réel petit village. On va retrouver ça dans les écrits d'un chasseur assez célèbre, je pense un des plus illustres, qui s'appelait Mussard, François Mussard, qui à la fin des années 1820 va venir ici avec son détachement, une vingtaine d'hommes, et va tomber sur un petit village. Voilà, de 30 à 40 personnes avec femmes, enfants et hommes. Et je te laisse deviner pourquoi après on a donné ce nom-là. Il s'est passé un réel carnage. On a pu essayer de ramener quelques femmes et quelques enfants, mais la majorité des hommes ont été tués. Alors bien que les premiers marrons, du coup, malgaches, n'aient pas de foi chrétienne, on a pu quand même assister à quelques prêtres qui montaient dans les hauts afin de christianiser un petit peu cette population.
Dans les églises, on en trouvera une dans chaque petit village de Mafat. Splendide cette Ah oui, petite elle est église. vraiment belle. Hein, Authentique. Ah mais tu vois, les poutres là, travaillées à la main. Il n'y a pas d'usinage derrière. Sûrement du bois de fer ou du bois de natte, hein, des essences de bois. Très dense. Voilà, local, très dense. Et même fendu, ça tient. Ça, quand les cyclones arrivent, au moins, ça reste debout. Bah, de toute façon, vu qu'elle est encore là, je pense que ça tient après. Hein, Retour à Helbourg, le village de Raphaël. Depuis qu'il est tout petit, il passe chez sa voisine, Violette Garrier, en fin de journée pour y déguster une part de gâteau de chouchou, la friandise locale qui fait le bonheur des gourmands. D'après Raphaël, c'est l'un des meilleurs de l'île. C'est magnifique, c'est le gâteau du siècle, hein? Mais ce que Violette veut lui montrer aujourd'hui, c'est ce qu'elle confectionne avec la tige du chouchou. Car Violette est l'une des plus célèbres tresseuses de paille chouchou de l'île. Elle en fait des chapeaux. Alors, on montre un petit peu comment il fait la paille de chouchou. On prend une tige, là on coupe en deux, et à l'aide d'une vieille savate. Oui. On enlève la fibre là, met dedans. Il faut quand même un peu de patience déjà, juste pour faire la paille déjà. Là, tout à fait, mais bon, c'est un plaisir pour nous de transmettre notre savoir, ce que les ancêtres faisaient. Comment on a trouvé ça en fait, comment on a découvert la paille chouchou? Je pense dans les années 1800, hein, Oui. les Italiens venaient chercher de la paille ici à Salazie, ils faisaient des chapeaux pour les grandes dames. D'où le nom célèbre alors à l'époque des chapeaux de paille d'Italie, d'Italie. qui étaient en fait deux petits chapeaux de chouchou en fait. Voilà. Ouais. Par exemple, pour faire un chapeau, on va mettre 40 heures. 40 heures pour un chapeau. 40 heures, il faut énormément de paille. Donc le chapeau n'est pas à 20 € non plus alors? Nous, on vend normalement dans les 40 à 50 euros. Ah bah, tout travail mérite Et salaire après. ça fait 1 euro le temps. Vient ensuite le tressage. Raphaël va découvrir que c'est un exercice difficile. Regarde là, j'ai un brin qui va là et un brin qui va là. Donc ce brin-là, je tourne, je mets derrière ça. Je fais le tour. D'accord. Voilà, après tu commences à tresser. Quand on n'a pas les doigts fins, hein. Non, mais c'est une question de... D'habitude aussi je pense. Voilà. C'est ma maman qui faisait. Et après, quand elle est partie, j'avais rien à faire, je me suis mis là-dedans. Il me faudrait un peu plus que 40 heures pour le chapeau. Raphaël laisse Violette à ses chapeaux de paille pour nous entraîner vers son site préféré, la forêt de Bélouve, située sur les hauteurs de Helbourg. Il connaît toutes les espèces de cette forêt primaire encore largement préservée de l'exploitation des hommes. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle. Et s'il veut nous la faire partager, c'est parce que ce paysage unique qui fait la splendeur de l'île est en danger. Là, on va aller voir une espèce rare, protégée de la Réunion. Accompagné de son ami Rodolphe Blin, agent de terrain du parc, Raphaël nous montre la nécessité de protéger cette flore fragile. Voilà, on est arrivé. Le bois de savon. Donc ça, c'est un des bois de savon qu'on a à la Réunion. Quelle famille? Donc ça, c'est une espèce très rare. Hein. Donc Badula fragilis. En fait, il y a d'autres bois de savon beaucoup plus communs, mais celui-là, c'est C'est vrai que je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Quand on voit ça, on regarde un peu ce qu'on a autour comme forêt, cette belle forêt. Ouais. Et c'est en fait pour ça qu'on a en partie créé le parc national de la Réunion. Préserver. Protéger et mettre en valeur notre patrimoine naturel. Et c'est aussi pour les générations futures en fait, faut garder ça. Faut qu'ils puissent voir aussi à quoi ça ressemble. Je pourrais rester la journée assis ici à regarder les arbres et écouter les oiseaux chanter. C'est le paradis ici. Ah oui. Il y a plein de trucs à voir. Hein. Ah, c'est fabuleux. L'un des principaux fléaux contre lesquels luttent Rodolphe et ses collègues, c'est la propagation de plantes exotiques envahissantes qui, peu à peu, détruisent ce trésor de biodiversité qu'est la forêt primaire réunionnaise. On va voir ici, donc là ici on a le longose, une des espèces les plus envahissantes.
si on peut avoir un petit bout. On voit vraiment la C'est forme du la gingembre. famille du gingembre. Avec les Voilà. yeux qui ressortent. Mais aujourd'hui, c'est en train d'envahir nos forêts. Voilà. Là, ça sent bon. Ah ouais, on retrouve quand même un peu l'odeur du gingembre en vrai. Dedans. Enfin, c'est des espèces qui ont été ramenées d'autres pays tropicaux à La Réunion. Et le gingembre a été introduit en fait pour se faire du parfum. Et sauf qu'après, il s'est naturalisé. Là, ici, ça va rien. On n'a qu'une petite touffe. Mais il y a des endroits où Salazie de mon côté, voilà. là, c'est La rempli, Salazie, rempli. Hein. En fait, aujourd'hui, dans les îles comme La Réunion, la première cause de perte de biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes. D'accord, ouais. Donc on a un gros travail à faire, nous ici déjà à La Réunion, pour pouvoir préserver nos milieux naturels sur la lutte contre ces espèces. D'accord, si on considère un écosystème comme un rouage bien huilé, on va dire une espèce envahissante, c'est un peu comme un grain de sable du coup qui vient casser tout le rouage et stopper une chaîne. Mais gros grains de sable. Hein. Ouais, c'est des gros grains de sable. Il faut faire attention à ce qu'on importe. Il faut à nous aussi de lutter. L'aide de la population en fait. Exact. Rodolphe nous a gardé une surprise pour la fin de la balade. Selon lui, c'est la plus belle merveille de l'île. Mais elle se mérite, car il faut marcher 2 heures avant d'atteindre le belvédère qui surplombe ce site fabuleux, le fameux Trou de Fer. Après avoir admiré ce cirque naturel depuis son hélicoptère, Raphaël peut maintenant profiter d'un autre panorama tout aussi fabuleux. Cette incroyable dépression géologique descend à plus de 300 mètres de profondeur. Les cours d'eau qui s'y engouffrent forment la plus haute chute d'eau de France, sur près de 725 mètres. On est arrivé alors au fameux Trou de Fer alors. Ouais, Trou de Fer, enfin à l'origine le nom c'était Trou d'Enfer. Trou d'Enfer. Voilà, Trou d'Enfer, et ça a été transformé en fait avec le temps pour devenir Trou de Fer. D'accord. Du coup, le Trou de Fer, il est accessible uniquement en rappel du coup. Uniquement en rappel, mais sauf que quand ils ont ouvert la voie du canyon ici, ils ont découvert qu'il y avait déjà des gens qui étaient passés ici en fait. Ils ont retrouvé des câbles électriques là, tu vois. Des câbles électriques. Donc les gars venaient déjà là-dedans avec des câbles électriques. Donc des braconneurs alors. Braconneurs certainement. Là ici, je pense qu'il y a peut-être de poissons aussi. Ouais. Tout le vivier que propose une rivière. En plus, c'est inaccessible par l'homme alors. Ça c'est une énigme du coup. Ouais. Comment les gars peuvent arriver là? Je ne pourrais pas te dire là. Voilà, la magie du Trou de Fer alors.